Bonjour les amis, aujourd'hui je vous invite au parc naturel de Praina, la plage qui se trouve à côté du temple de Rio de Janeiro. Et je vais vous présenter un petit stand avec une association qui s'occupe de préserver l'environnement ici, que ce soit des sujets sur les hippocampes ou aussi sur les tortues de mer. Et on va parler avec une personne qui travaille sur le projet, un jeune qui a étudié en France. Donc ça peut être intéressant de discuter avec lui, il parle couramment français. Venez. Voilà, dans un stand avec les hippocampes. Bonjour. Bonjour, donc je m'appelle Yann et je suis ici avec le projet Trabalhos Marinhos de Rio de Janeiro. Donc c'est un projet de hippocampe ici à Rio de Janeiro dont on a des chercheurs pour parler un peu plus, donc parler à la population de comment il s'agit de ces animaux. Et ce qu'on fait, c'est de voir comment la population des hippocampes elle est ici au Brésil et à Rio. Et aussi parce que cette population elle a un risque d'extinction avec la pêche et le tourisme et aussi avec le marché et tout ça, les personnes qui veulent vendre des hippocampes qui sont sèches, ils prennent les hippocampes et ils sèchent les hippocampes et vendent les os des hippocampes et tout ça pour faire aussi des souvenirs. Ok. Et cette association existe depuis quand? Cette association elle existe depuis le début du siècle 21, le début de l'année 2000. Et elle a été créée par ma mère, par Nathalie, qui est donc la responsable. Elle est une biologiste qui est chercheur et elle est professeure d'université ici à Rio. Elle a commencé par ce projet. Au début, elle était plutôt que pour chercher, mais après elle a voulu montrer aux personnes qu'est-ce que les hippocampes. D'accord, c'est une passion pour elle qui t'a transmise en fait? Ouais, un peu, ouais. On peut dire qu'elle m'a un peu transmis. Et c'est plutôt pour je veux aussi montrer aux personnes qu'on ne peut pas jeter ces choses en mer parce que cela peut porter préjudice aux animaux et aux hippocampes parce qu'ils sont des animaux qui restent dans des lieux très petits et donc si tu jettes par exemple un plastique et tout ça, vont rester, vont s'accrocher, les plastiques vont rester dans le plastique et c'est là qu'il peut mourir par ça. D'accord. Et votre projet, il vous engage à différents endroits du Brésil, pas que Rio de Janeiro? C'est plutôt Rio de Janeiro, mais aussi, par exemple, on a des congrès, on appelle ici, par des autres parties du Brésil. Donc on va montrer aussi aux personnes comment fonctionne notre projet, mais c'est la partie dont on voit les hippocampes et donc on fait la recherche et tout ça, c'est plutôt à Rio de Janeiro. Ok. En tout cas, merci, tu parles super bien français, c'est impressionnant. J'essaie un peu. Mais... Combien de temps tu as étudié en France? Non, j'ai pas étudié en France, j'ai étudié dans un lycée ici à Rio de Janeiro, c'est le lycée Molière. D'accord. J'ai resté 14 ans. 14 ans? Waouh! Et félicitations pour ton français, il est parfait. Merci. Et puis aussi pour votre organisation. Tu connais un peu notre organisation, les indigènes ici au Brésil. Tu as rencontré des peuples autochtones? Oui, j'ai déjà rencontré parce que mon école aussi, elle fait des voyages et tout ça. Par exemple en Paraty et à Ouro Preto. Et là-bas, j'ai rencontré des tribus indigènes et j'ai vu un peu comment ça fonctionne. Excellent. Et ils t'ont parlé un peu de la nature et des hippocampes, par exemple? Non, ça, j'ai pas vu. Ouais. Je venais de l'expliquer et je trouve merveilleux tout Le ça. peuple Patacho de Bahia avec qui nous travaillons, c'est un peuple qui vit proche de la mer et qui sont aussi les mêmes antécédents que notre peuple, les ancêtres de mon peuple, c'est-à-dire les Bretons, à l'autre bout de l'océan Atlantique. Et donc on travaille très proche de la nature et de la nature maritime. Et en tout cas, votre projet, il me touche beaucoup parce qu'à Brest, là où je vis, où je vivais, ma ville natale, est une ville qui préserve la nature et qui a un centre qui s'appelle Oceanopolis et qui présente les hippocampes et d'autres faunes et flores de la mer. C'est très bien.
Merci, hein, puis t'es le bienvenu pour venir voir l'exposition des indigènes au temple, qui va ouvrir à Praia de Macumba. C'est bien, je vais y aller. Ouais. Je vais y aller. Et puis, pardon, excuse-moi. Je veux connaître, c'est bien, parce que les indigènes qui vivent près de la mer, pour moi c'est bien. Je veux connaître plus sur le fait. Bienvenue à toi. Merci. Merci encore pour ta présentation. Moi je remercie à vous aussi. À bientôt. À bientôt. Bienvenue, ici nous sommes dans un autre lieu du parc, une exposition dynamique qui s'appelle Adriana de la Vallée et qui fait une exposition sur la voix des ancêtres, les peuples indigènes, et qui est une activiste qui fait des créations pour présenter l'art indigène, leur culture et le symbolisme de leur culture. Voilà, je vais vous faire entrer à l'intérieur et puis vous allez voir un peu les différentes créations. Ici, nous avons le symbolisme du serpent avec les arbres, le colibri. C'est une symbolique qu'on retrouve très souvent dans la culture et l'art traditionnel indigène. Le serpent de la Força da Mata, qui représente toute cette force de la nature qui est très présente dans la nature, dans cette force tellurique qui vient de la terre et qui se véhicule au travers des encantados, les enchantés, le monde des enchantés dans la nature. Et le colibri qui est plus un symbole, ici que vous pouvez voir, qui est un oiseau qui s'appelle le beija-flor ici au Brésil. Il y a un oiseau qui représente toute la subtilité spirituelle de ce peuple, des peuples indigènes. Donc ici, d'autres symboles avec le colibri. Donc ici, d'autres symboles avec le colibri, les poissons de la rivière, des rios. Jiboia, c'est vraiment la forme la plus sacrée de représentation dans les Medicina Sagrada, qui viennent visiter lors des rêves lucides qui se font lors des quêtes de vision pris pendant les nuits de médecine, les Medicina Sagrada. Et ces visions qui peuvent se retranscrire dans ces images très abstraites que vous pouvez voir, que Adriana a construites. Et des visions qui sont symboliques et qui vont présenter souvent des animaux totems de pouvoir ou des plantes. Et aussi des visions qui peuvent emmener plus dans les profondeurs avec des teintures beaucoup plus... des lumières, des lumières plus sombres, des mémoires qu'on peut visiter comme ça dans ces nuits de médecine. Donc qui peut être de la tristesse, de la colère qu'on a au fond de nous-mêmes, ou aussi des mémoires soit générationnelles de nos ancêtres, mais aussi des profondeurs qui peuvent être obscures de notre personnalité. Et souvent les artistes vont exprimer ce voyage qu'ils font en eux-mêmes dans leur création. Et Adriana est une personne qui a fait beaucoup déjà de cérémonies après s'être rencontrée. Elle a été très surprise par les ancêtres d'ici de la forêt amazonienne qu'elle connaissait peu. Et en l'emmenant dans une cérémonie traditionnelle indigène, après une prise de Medicina Sagrada une nuit entière, elle a pu se reconnecter à cette voix des ancêtres et faire un travail encore plus en profondeur sur elle-même pour aller ensuite être une activiste et protéger cet art, cette culture indigène. Voilà, je suis très content de vous présenter son travail. C'est une belle personne et qui a fait un gros travail sur elle ici, une personne brésilienne que le temple a accompagnée. Voilà, merci à vous pour votre aide, pour soutenir le temple, car c'est votre soutien qui permet de nous aider ici à faire un travail avec les locaux et de les aider à se transformer pour mieux vivre ces mémoires qu'ils ont avec ces peuples conquistadors qui sont arrivés au Brésil et pour mieux les reconnecter à cette voie naturelle que les indigènes proposent, cette science de la médecine sacrée et aussi les réveiller les bons esprits pour se protéger du mauvais esprit actuel qui emmène le monde à sa perte. Voilà, merci à vous pour votre écoute et ce partage.
Petit macaquino. Très rapide, très agile. Nous voilà arrivés ici dans un autre lieu du parc, un lieu très naturel, posé, calme, pour vous parler d'un sujet qui touche la plupart d'entre nous dans ce monde moderne agité. Ce sujet, c'est quoi? C'est l'inflammation. Qu'est-ce qu'une inflammation? Une inflammation, vous l'avez peut-être déjà tous vécu, c'est qu'elle soit légère ou très aiguë. C'est une zone du corps qui va recevoir une influence nerveuse après un trauma ou après un excès d'agitation, de stress dans sa vie, qui fait que cette influence nerveuse va demander au corps de s'immobiliser. Qu'est-ce que ça va créer, cette influence nerveuse? Ça va créer une zone du corps, un organe qui va commencer à s'inflammer, à doubler de volume, à devenir peut-être couleur rouge, telle que la peau en surface qui des fois est très rouge. Ou ça peut être aussi une inflammation interne qui fait que ça peut entraîner des grandes douleurs à l'intérieur du corps. Ces grandes douleurs à l'intérieur du corps, c'est lié à des tissus cellulaires que nous appelons les fascias. Et souvent, ces inflammations se trouvent soit en surface, soit en profondeur des organes. Et ces inflammations, à quoi elles servent dans la vie de tous les jours? Parce que c'est toujours chiant d'avoir mal dans le corps et puis d'être bloqué, de ne pas pouvoir bouger, de faire ce qu'on a envie. Ces inflammations, c'est un peu comme le voyant au tableau de bord d'une voiture. Il y a le voyant qui clignote, il nous prévient, attention, là il y a un problème, il faut par exemple changer l'huile du moteur ou faire une vérification des niveaux, que ce soit l'eau, l'huile. Et donc ça nous demande de s'arrêter pour vérifier. L'inflammation, c'est un peu pareil. Elle nous prévient par la douleur, ça gonfle, qu'on a du mal à se déplacer, à se mouver. Et on doit s'arrêter pour voir ce qui se passe. Souvent, dans le monde moderne, nous ne sommes pas à l'écoute de cela. Qu'est-ce que ça va créer en conséquence, le fait de ne pas être à l'écoute de cette inflammation? Ça va créer une forme soit de fatigue chronique, on va commencer à être de plus en plus fatigué, ou ça va créer aussi, cette fatigue chronique souvent vient d'une perte de vitalité, on va perdre du potentiel de concentration, du potentiel de calme, de self-control par rapport à ce manque de vitalité. Et au long terme, par une accumulation, comme on peut voir, tout matériau a une certaine résistance, le corps humain aussi a sa résistance. Le corps humain, cellulairement, il se régénère tous les 21 jours et tous les X temps, de 9 ans, 9 mois. Il y a une forme de régénérescence au niveau cellulaire. Mais si on empêche un processus naturel qu'on peut voir en naturopathie qui s'appelle le processus homéostasique, alors qu'est-ce que c'est ce mot homéostasique? Ça explique que la nature, à partir du moment où on lui laisse sa liberté, elle reprend, elle a un rythme équilibré. Et processus homéostatique, elle reprend son rythme équilibré à partir du moment où on ne l'empêche pas. Donc ce monde moderne dans lequel nous vivons, dans lequel nous nous déplaçons avec nos expériences, fait qu'on vit une inflammation régulière, mais que nous ne sommes pas assez à l'écoute. Nous ne prenons pas assez de temps pour s'immobiliser et faire un scanner de notre être, de notre corps, de nos émotions, de notre psychisme. Et nous allons accumuler ce stress dans le corps qui va se transformer en inflammation, que ce soit chronique ou aiguë, voire qui va entraîner une dégénérescence au niveau cellulaire par rapport à l'information ou à l'influx nerveux qu'on envoie par la réponse de ce voyant qui s'est allumé. Généralement, dans le monde moderne, nous avons des organes qui vont ramasser cet influx nerveux, ce stress oxydatif dans le corps, dans des zones particulières qui vont prendre en premier. Donc ça va être dans les organes internes plus les intestins, ça dépend de notre alimentation. Est-ce que nous avons une bonne alimentation végétale, biologique, organique, qui fait qu'il est biocompatible avec le corps, avec un régime léger en viande, en poisson, en forme animale? Est-ce que nous avons un régime qui est plutôt oxydatif, corrosif, très salé, très sucré,
de la friture, des aliments frits, des aliments industriels transformés avec des additifs chimiques? Ou est-ce que nous avons régulièrement une hygiène de vie, comme au niveau traditionnel qui nous est présenté, de jeûner régulièrement, d'être dans des ascèses avec des formes de prière, ou une alimentation qui est plus en lien avec des recettes traditionnelles qui appartiennent à la voie de sagesse. Quand je pense par exemple à des repas qui se prennent à des saisons particulières, en adéquation avec notre environnement. Souvent, quand on mange industriel, on mange des fruits, des légumes qui ne sont pas de saison, alors que normalement, l'être humain doit manger, pour être en harmonie avec son lieu, tous les aliments qui vont se trouver à 50 km autour de lui. On va dire que c'est le plus biocompatible au niveau de l'énergie, au niveau de la vitalité, au niveau de la résilience avec le lieu, pour éviter des surcharges, que ce soit au niveau subtil. Et, excusez-moi, il y a des moustiques ici. Et ce que nous allons manger va nous donner un état quotidien du niveau d'inflammation dans le corps. Alors par du repos, par un équilibre avec des pratiques que nous pouvons vivre dans la tradition. Je pense à l'islam, vu que vous pouvez savoir actuellement, je me suis reconverti à l'islam. Donc la vie d'un musulman est quotidiennement cyclée avec 5 prières. Et puis avec une alimentation qui est traditionnelle, comme la viande cachère, préparée, bénite. De travailler avec les producteurs locaux pour se nourrir d'une façon saine et créer un réseau qui est sain aussi. Donc les conséquences, souvent les organes qui vont prendre en premier, ça va être le gros intestin, comme ça, par la digestion, les organes internes du tube digestif, qui vont être inflammés si on mange n'importe quoi. Et ce corps, notre corps il accumule les déchets. Et ces déchets vont se fixer à des zones particulières du corps. Elles vont se fixer, que ce soit les articulations, que ce soit au niveau du cérébral, de la boîte crânienne. Ils vont se fixer, ces déchets, sur des zones particulières des organes. Ces zones qu'on appelle des tissus conjonctifs, sous le nom aussi des fascias, ces tissus qui vont envelopper les organes et créer une interaction entre les organes. Les fascias du corps sont tous liés. Et ces inflammations vont se manifester souvent soit dans les organes internes, par le stock de déchets, qui empêche les flux de bien passer, les flux organiques, le sang, la lymphe et le système nerveux, qui va créer un blocage comme un barrage. Et ces barrages, ça fait une rétention, et comme vous pouvez voir, EDF en France se sert de la rétention pour créer de l'électricité. Et dans le corps, c'est pareil. On a un feu comme ça qui se manifeste par rapport à ce barrage. Et ce feu, en médecine chinoise, on l'appelle un feu pervers. Et ce feu pervers, il s'accumule et ça crée des inflammations dans le corps. D'où le terme flamme, inflammation. Ça peut se manifester par des rougeurs sur la peau. Le feu, ça brûle, ça fait rouge. Le rouge, c'est la couleur du feu. Tout ça, c'est symbolique. On l'étudie en alchimie traditionnelle. Et ces inflammations dans le corps, au fil du temps, à long terme, comme je disais, vont créer des maladies de dégénérescence, vu que le corps ne peut plus lutter face à ces feux pervers. Donc pour gérer ces feux pervers dans la tradition, quand nous sommes bien dans un rythme traditionnel, ce rythme va donner une respiration à l'être. Une respiration au corps, une respiration dans la présence, dans l'attention à la prière, qui va donner un espace où on peut s'épanouir dans la vie au quotidien, pour se connecter à un autre feu. Et cet autre feu, nous l'appelons le feu du ciel. En médecine chinoise, on a le feu de la terre, que les indigènes gèrent très bien, la Forsada Mata, et le feu du ciel que les bouddhistes, les lamas bouddhistes ou les moines zen vont canaliser dans la prière et la méditation. Comment réparer une inflammation dans le corps? Il y a plusieurs solutions. La première, c'est le repos. La plus simple, c'est de s'arrêter, de prendre des vacances et puis de sortir de l'environnement de stress.
Cet environnement, souvent, quand on a la tête dans le guidon, c'est une expression pour dire on ne s'arrête pas, on est toujours à fond dans nos activités, et on a besoin d'un regard extérieur. Ce regard extérieur dans la vie au quotidien, dans le système, ça va être un regard professionnel de thérapeute. Ces thérapeutes, quand ils sont bien formés, ils vont voir le problème inflammatoire et vont donner un conseil par rapport au terrain de vie de la personne. Donc il va conseiller par rapport à son quotidien, comment la personne vit au quotidien. Donc souvent le thérapeute a un questionnaire, il fait un check-up, une anamnèse en fait, de voir ce que la personne a vécu dans le passé. Et puis il va questionner, il va faire un questionnaire qui va permettre à la personne de dire un peu ce qu'elle vit au quotidien. Parce que c'est les habitudes du quotidien qui vont créer l'inflammation dans le corps. Et ces thérapies, que ce soit psychologiques en cabinet, que ce soit aussi thérapie aquatique en piscine, parce que souvent quand on a des inflammations dans le corps, comme je pense à la fibromyalgie, qui est liée au fascia, au tissu conjonctif, il y a une écoute du corps qui peut être accompagnée dans l'eau, qui, d'un point de vue symbolique dans l'alchimie traditionnelle, équilibre ce feu pervers qui est bloqué dans les tissus. Donc, traditionnellement, quand on parle de feu comme ça, de façon symbolique, c'est pas le feu, une flamme dans le corps, mais c'est un niveau d'énergie nerveuse bloquée dans le corps qui va créer une réaction qui paraît à un excès de gérer ce feu, cette inflammation. Le plus simple, c'est de se poser, c'est de prendre des vacances, s'allonger, on va dire régulièrement, éviter de s'activer trop le stress, le système nerveux, donc éviter d'utiliser des technologies électromagnétiques qui vont emmener ce feu pervers dans le corps. Parce que oui, la technologie du monde moderne, comme vous pouvez voir dans le temple, on parle de technologie qui a des influences dites électromagnétiques sur les êtres et qui emmène même à certains services à utiliser ces technologies pour influencer le psychisme d'une collectivité humaine ou individuelle. Donc toutes ces technologies créent un feu en fait dans le corps. Et dans l'islam, quand nous parlons de feu de la terre, nous parlons du feu du centre de la terre avec des entités qui s'y trouvent. Ces entités, nous les nommons les djinns. Et ces djinns, c'est des entités qui sont porteuses d'informations mémorielles. C'est pour ça que certains médiums vont capter ces informations. Et par contre, sont totalement en état de possession par ces entités. Et notre corps, dans sa société moderne, il est un peu perturbé en permanence avec le choc électromagnétique, la violence du monde moderne, et nous ouvre des portes. Et ces portes, comme Aldous Huxley disait, les portes de la perception, en étant tout le temps à droite, à gauche, avec les publicités et les états de violence, de choc qu'on vit en permanence dans l'agitation du monde moderne, fait que nos portes de perception vont accueillir ces forces. Malheureusement, quand nous n'avons pas une tradition bien verrouillée avec un moine ou un prêtre qui a la connaissance des pratiques d'exorcisme ou d'emmener en tout cas les personnes qui l'accompagnent dans un rythme cyclé avec l'équilibre homéostatique de la nature, ces entités du feu de la terre prennent possession du psychisme de l'être humain. Et ce qui entraîne une non-écoute de soi-même, de son être, de son corps, pris par le feu des désirs. Et c'est ce que nous étudions ici dans le temple, dans la voie du bouddhisme traditionnel, c'est comment apprendre à se connaître et puis à maîtriser ses désirs. Il y a aussi deux autres poisons qu'on voit dans la roue du samsara, au centre de la roue du samsara. C'est une autre leçon sur la gnose bouddhique. Je ne vais pas vous faire un cours de gnose bouddhique maintenant. Mais vous êtes les bienvenus au temple pour recevoir un enseignement que nous donnons plusieurs fois dans l'année et que Pascal fait très bien la publicité sur la chaîne du temple. J'ai employé deux termes qui peuvent être un peu compliqués. C'est stress oxydatif et fascia. Qu'est-ce que c'est le stress oxydatif ? Le stress oxydatif, c'est à partir du moment
où nous allons vivre une inflammation comme ça liée au stress, liée à un rythme de vie, un non-équilibre, une non-harmonie avec l'environnement, puis avec l'écoute de notre corps, et on va créer une forme d'acidose, une forme d'acide dans le corps. Donc ce que nous allons étudier en naturopathie souvent, c'est l'équilibre acido-basique du corps, pour éviter ce côté corrosif de l'acide. Car nous pouvons voir en alchimie traditionnelle que le lion vert, c'est un symbole, exprime une forme d'acide, ce symbole peut parler d'un acide, pour dissoudre la matière prima. Donc dans notre corps, nous avons comme ça des acides qui peuvent se créer, que ce soit acide lactique au niveau des muscles, acide phosphorique au niveau quand on utilise notre cerveau à penser. Et ces acides, ils vont être corrosifs pour notre organisme. Et si notre système lymphatique, c'est quoi lymphatique? C'est l'égout du corps, il récupère tous les déchets, les toxines et qui nettoie. Et si celui-là ne fonctionne pas assez bien, ces acides restent bloqués dans des zones, comme je disais, des zones tampons du corps, que ce soit les organes principaux, les organes vitaux, ou les articulations, comme je vous précisais, que comme un barrage, ça peut être bloqué, où il y a le limon qui reste bloqué au barrage, et on peut avoir comme ça, genre du graphène ou des particules de silice du corps ou de la pollution du sel, des sels industriels comme ça qui restent bloqués. Donc ces problèmes de pollution dans le corps vont créer une forme de stress oxydatif. Ce qui fait qu'au final, on se ronge de l'intérieur avec ces acides et qu'il y a une usure accélérée du corps. Donc pour gérer ce stress oxydatif, il y a une prise de conscience d'un autre élément du corps, ce sont les fascias. Qu'est-ce que c'est les fascias? C'est un tissu aponévrotique. Ce tissu cellulaire qui enrobe les organes, qui est aussi composé tous nos tendons du corps, c'est comme une forme d'interface entre tous les organes du corps. C'est-à-dire que ce tissu des fascias est un organe sensoriel qui va maintenir un équilibre dans les mouvements des organes, autant pour les préserver, autant pour garder une souplesse dans le corps, que pour avoir une souplesse et une mobilité correcte. À partir du moment où nous sommes dans une vie sédentaire, où nous avons un rythme de vie effréné, on n'arrête pas de courir, donc l'excès, comme si c'était un état de fuite permanent face aux prédateurs. Ou quand je parle du vie sédentaire, où on est fixe, on ne bouge plus, on a du télétravail chez soi et on devient immobile. Il va se créer des déséquilibres au niveau organique, ce qui fait que par manque d'exercice ou par excès d'exercice, nous allons abîmer ces tissus cellulaires qui s'appellent les fascias. Ces fascias, ils sont composés en majorité d'eau et de collagène, c'est des fibres. Il y a 3 types de fascias. Les premiers, c'est les fascias superficiels. Les fascias superficiels, ils sont sous la peau, ils sont plus liés dans l'interaction exogène-endogène, c'est-à-dire quoi? C'est extérieur exogène et endogène intérieur. Donc ces fascias superficiels, ils prennent déjà les premiers chocs. Donc le fait de ne pas avoir de mouvement, déjà ils vont se cristalliser. D'où ces personnes âgées qui manquent souvent d'eau, parce que nous sommes composés à plus de 80% d'eau. Souvent les personnes âgées, on voit qu'elles meurent, elles n'ont plus que 60% d'eau, voire 50% dans leur corps. Et qu'est-ce que ça fait un feu sans eau avec des cristaux? Ça fait une pierre. Donc souvent on est vieux comme ça, tout courbé, et puis on n'arrive plus à bouger, on a de la sclérose en plaques, voilà, nous sommes sclérosés. Ça va créer un excès de feu dans le corps et le feu va statifier la personne en fait, statifier les organes. Et puis après on a un deuxième tissu cellulaire, deuxième fascia qui est le profond. Le profond, lui, il va travailler au niveau des organes internes à maintenir une structure, un encastrement dans ces organes. Et aussi une forme qui est tendineuse, qui fait que ça va donner l'articulation correcte de ces profondeurs, de toute la mobilité du corps. Et ce troisième
tissu a un troisième fascia qui est le fascia viscéral. Lui va travailler au niveau très profond, très endogène. Et va donner une forme de flottement comme ça dans les organes qui fait que quand on rentre dans par exemple des exercices, des pratiques de yoga, hein, c'est un autre remède où je vous en parlais après, et ben nous travaillons sur des tissus comme ça intérieurement dans les méditations, dans le senti, en profondeur pour rentrer en connexion avec le cœur, la tête, aussi au niveau viscéral et de la respiration pulmonaire. Donc ces fascias, ce troisième niveau hein, qui est le viscéral, et ben, quand on en prend conscience en profondeur par les pratiques, nous pouvons rester mieux centrés face aux événements extérieurs en étant concentrés sur cet intérieur. Donc se libérer d'une influence perverse extérieure, tout en étant à l'écoute de cet intérieur et en se mettant en équilibre, en harmonie avec les deux. Et c'est de là que les pratiques du bouddhisme traditionnel nous emmènent à prendre conscience dans les méditations telles que le Naikan, l'exercice que nous proposons au temple, ou le Reiki, qui est un soin traditionnel japonais, traditionnellement de Michael Oshui, qui nous permet de nous connecter à une influence spirituelle de guérison et qui emmène une paix intérieure à se reconnecter à ses muscles internes, ses fascias, hein, ses capteurs sensoriels, pour se libérer, pas totalement, mais être beaucoup moins influencé par ces éléments extérieurs violents, tels que ces influences électromagnétiques perverses, ou ces influences, je dirais synthétiques, ou ces influences du sol voilà, qui viennent du centre de la Terre qui se réveillent actuellement. Et que nous pouvons, en étant plus à l'écoute de cet intérieur, de notre état psychique, de notre état émotionnel qui emmène à une ouverture spirituelle, et ben, nous pouvons se libérer, entrer dans des états de conscience modifiés que dans le yoga traditionnel nous appelons les samadhis, les états de libération de conscience. Donc voilà pour aujourd'hui sur le système nerveux, hein, c'est un grand chapitre qu'on étudie dans le yoga traditionnel, dans la connaissance du corps et pour mieux connaître l'esprit derrière. Et ben, nous avons toutes ces études qui est faites au travers différents cycles. Donc là je fais de la pub pour le temple mais aussi pour les activités du temple que je propose, soit des thérapies ou aussi des cours de yoga et qui permettent de rentrer en conscience de son être et de se libérer des influences perverses extérieures pour se renforcer, comme on dit en médecine chinoise, monter ses murailles, hein, les murailles de Chine. Voilà les amis, merci pour votre écoute, à bientôt.